Bonjour, vous entendez mieux? Oui. Je suis désolé, j'aurais préféré parler debout, mais comme je suis filmé, c'est plus facile pour que les caméramens puissent intervenir. Je vous demanderai de ne pas prendre de photos. C'est une situation un peu difficile pour moi, puisque en général j'ai toujours eu l'habitude, je suis déjà venu à Civitas, mais je parle toujours dans des lieux fermés. Et vu mes activités de journaliste d'investigation, je préfère qu'on ne prenne pas de photos de moi, parce que je dirais que pour les personnes qui sont ici et qui ont pu lire certains de mes livres, je peux vous assurer que c'est une question de survie. Ce que cet épisode que vous êtes en train de vivre, que nous sommes en train de vivre, me suggère un autre événement inversé qui s'est déroulé pendant un certain nombre de mois, il y a à peu près 3 ans. Ça se déroulait place de la Concorde, et le 4e mercredi de chaque mois, des militants antimondialistes ou altermondialistes, en général d'extrême gauche, mais également certains militants nationalistes, faisaient une protestation silencieuse, place de la Concorde, devant l'Automobile Club de France, où se réunissait le club Le Siècle. Aux frais de la collectivité et des contribuables parisiens, le préfet de police, M. Bernard Boucaud, toujours en activité, évidemment membre du Siècle, délégué pas moins de 92 cars de CRS et de gendarmes mobiles pour assurer la tranquillité des 650 personnalités qui constituent la section française de l'oligarchie mondiale. Tout ça pour s'opposer à 40 ou 50 personnes pacifiques. Depuis, ils ont déménagé, ils sont installés rue Saint-Honoré, à 2 pas de l'Élysée. Et donc à ce moment-là, on ne peut même plus faire de manifestation, ni essayer de les filmer pour savoir qui vient. À l'époque, le président du Siècle, M. David Kessler, ancien militant d'extrême gauche, maoïste, compagnon de combat de Dominique Strauss-Kahn, ils ont écrit des ouvrages ensemble. Passé au libéralisme, actuel président de la SCOR, c'est-à-dire la principale société de réassurance française, numéro 2 du MEDEF, idéologue du MEDEF, défendant toujours cette pensée libérale libertaire, déclarait dans Le Monde, grand article, « Le siècle face à ces injustes critiques, loin d'être une société secrète, ce club est ouvert aux pensées les plus éclectiques. » Il est marqué, je ne vais pas vous lire tout ce que j'avais prévu, puisque c'est un peu compliqué, et je pense qu'il faudra essayer effectivement de raccourcir un peu. C'est un lieu d'échange et de débat, jamais rien ne s'y est décidé. C'est la règle du brassage, qui veut qu'un homme politique ou un responsable économique soit entouré de personnes venant d'horizons différents. Les accusations complaisamment véhiculées seraient profondément risibles si elles n'étaient le symptôme d'une grave dérive qui caractérise notre époque, l'obsession du complot. Je crois qu'on a un assez bon exemple de ce que tolère l'oligarchie. Vous avez derrière vous l'IRIS, qui est censé être dirigé par un antisioniste qui s'appelle M. Pascal Boniface, qui a plusieurs fois été écharpé par Mme Caroline Fourest ou par un certain nombre d'autres personnes. Mais comme il reçoit des subventions de plus en plus difficilement, mais en particulier du ministère de la Défense, et bien évidemment, il se plie au diktat et il empêche une assemblée, je répète, lieu d'échange et de débat, avec une règle de brassage, et où les accusations complaisamment véhiculées seraient profondément risibles si elles n'étaient le symptôme d'une grave dérive, l'obsession du complot. Donc, bien évidemment, la règle qui est là s'applique à vous, mais ne s'applique pas à eux. Alors comme je parle en public, dans la rue aujourd'hui,
Je vais juste vous citer quelques personnes pour définir un peu ce que c'est l'oligarchie. Donc je vais vous citer un géographe de gauche, qui à mon avis est quelqu'un de compétent comme M. Juilly, qui s'occupe de la fracture française. C'est Emmanuel Todd. Si vous avez l'occasion de lire les articles ou les livres d'Emmanuel Todd, c'est quelqu'un de sérieux. Il est interrogé sur la crise financière mondiale et il explique que l'État est lié au service d'une oligarchie liée au marché. C'est pas un fou, il est professeur, école des hautes études en sciences sociales, c'est quelqu'un dont les ouvrages sont traduits à l'étranger, dans le monde entier, écrivain universitaire, il est reconnu. Le monde de l'oligarchie est un monde de pouvoir et de complot. C'est pas Emmanuel Ratti qui parle, c'est Emmanuel Todd. En état de l'État grec à trafiquer ses comptes, Goldman Sachs s'est comporté en usurier. Maintenant, ce qu'on appelle aider la Grèce, c'est les maintenir en état d'être rançonnés. La crise de la zone euro n'a pas été créée par la nonchalance des débiteurs, mais par l'agressivité des prêteurs. Et il explique, aussi opaque que puisse paraître le système, on peut approcher sa réalité en analysant la façon dont un groupe social composé de 1% de la population contrôle la part la plus importante des ressources. Dans ces conditions, la question essentielle n'est pas celle des marchés en tant que tels, mais celle de l'oligarchie et de son rapport à l'État. Maintenant, je vais vous citer Marianne, journal populiste de gauche, qui a été créé à l'origine et qui continue ce travail pour essayer de conserver à gauche un certain nombre de gens qui pourraient être attirés par le national-populisme. Donc Jacques Julliard, qui est un intellectuel reconnu, écrit « Il existe en France, on croirait vraiment du complotiste à la Coston, à la Ratier, à la Virion, à la Hillard. Il existe en France une élite de l'élite, une super élite coiffant les élites particulières, qui fait régner une connivence de tous les instants entre la banque, les affaires, l'administration, la politique, le barreau, les arts et lettres, parfois le journaliste, l'édition, l'université. Tous ces gens-là échangent des points de vue, des informations, des adresses, des services, des fonctions, des femmes ou des hommes, évidemment, des appartements divers et l'été des villas au bord de mer. Beaucoup de dirigeants politiques en font partie, faut-il en parler? Je pense que oui, tant dans ce domaine, la France vit dans l'hypocrisie et le mensonge. Mais évidemment, à l'époque, quand il écrivait ça, il ne donnait pas la clé. La clé, il la donne le 4 juin 2011. Si vous ne me croyez pas, allez faire un tour à condition que vous vous laissez entrer à l'Automobile Club, un soir où le siècle, le club de cette super classe dirigeante, se réunit pour dîner. À défaut, vous verrez au moins les chauffeurs des limousines noires qui attendent patiemment la sortie de leur maître. À l'intérieur, des hommes en costume gris, quelques femmes en tailleur sobre, échangent des opinions, des adresses, des tuyaux, des services. Et ce qui est assez drôle, c'est parce qu'évidemment, il se recopie comme c'est un feignant. Je vais vous relire ce qu'il a déjà écrit 2 ans avant. Parfois des fonctions, des positions sociales, voire des amants ou des maîtresses. Dans ce milieu fermé où les socialistes ont leur place à côté des gros bataillons de la droite, fermente l'idéologie de la classe dominante. Modernisme, bien-pensance sociale et culturelle, conformisme économique, respect absolu de la puissance de l'argent. La pensée unique est là et bien là. Il existe derrière les apparences successives des combinaisons ministérielles. Un gouvernement de facto, un gouvernement invisible, des élites financières et institutionnelles. Par leurs idées, les élites de gauche appartiennent encore à la gauche, c'était il y a 2 ans, maintenant on sait que c'est faux, 3 ans. Mais que sont les idées sans les mœurs? Je ne vais pas vous abreuver de texte, parce qu'il y a beaucoup de gens debout, mais dites-vous bien que ce n'est pas moi qui l'ai écrit là. Ce sont des journalistes, des intellectuels. Comme j'ai envie, on peut le dire, comme certains d'entre vous je le pense, de faire un peu sauter la baraque. C'est nécessaire. Et je ne vais pas abuser de votre temps. Si je retrouve mon petit papier, que j'espère pas avoir oublié. Excusez-moi, hein. J'ai dû l'oublier. Non, voilà. Donc cette semaine, ça tombait bien, j'ai récupéré le nouvel annuaire du siècle. Donc l'annuaire du siècle, il est nominatif,
il est indiqué qu'il ne doit pas être photocopié, qu'il ne doit pas être prêté, et quand on reçoit le nouveau, qui est évidemment réservé aux membres, il faut rendre l'ancien. Donc je vais juste vous lire une page que j'ai prise au hasard ce matin, pour vous donner une idée de ce que représentent ces 750 personnes, dont 500 assistent à chaque dîner. Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra National de Paris, directeur de la Scala de Milan. C'est un homme qui monte dans le monde de la culture et de l'art. Vous me direz qu'il n'a pas d'importance. Mais derrière l'Opéra et la Scala de Milan se trouvent des associations de pseudo-esthètes et pseudo-amateurs de musique qui financent ces opérations, qui sont présidées par les patrons du CAC 40, par les patrons de la publicité, les membres du siècle. Quand on prend ce genre de personnes, c'est parce qu'on veut avoir la meilleure place. On veut être au premier rang, on ne veut pas faire la queue pour avoir ses tickets. C'est pour ça qu'à l'intérieur du siècle, vous avez toujours un certain nombre de médecins et de chirurgiens, un par spécialité. Ce sont tous des pontes. Inutile de vous dire qu'ils ne vont pas aux urgences. Vous ne les verrez jamais dans les services où vous allez. Ils iront toujours, ils seront soignés par le professeur de médecine, alors que vous serez soigné par un interne, et que les assistants seront d'origine extra-européenne. La suivante, parce que ça s'est quand même ouvert aux femmes, un peu comme la franc-maçonnerie, qui était devenue quand même ce qu'il y avait de plus réactionnaire, le Grand Orient de France, c'est de l'ironie. Vous avez Nathalie Loiseau, vous la connaissez pas, hein. Elle est directrice de l'ENA. Donc elle est capable de voir qui va monter et sélectionner les futures élites à l'intérieur de l'élite qui a été sélectionnée à l'intérieur de la haute administration. Le troisième, celui-là vous le connaissez, Emmanuel Macron. Banquier associé chez Rothschild, inspecteur des finances, ministre de l'économie. Un homme extraordinaire. Un homme qui rentre à 22 ans à l'ENA. Il est payé quand il rentre à l'ENA. Il sort inspecteur des finances. Inspecteur des finances, c'est entre 10 et 15 000 euros par mois au début. J'ai oublié de vous dire qu'il est quand même issu d'une famille de médecins universitaires. C'est-à-dire que ce n'est pas le lumpen prolétariat. Emmanuel Macron rentre comme banquier chez Rothschild. C'est entre 5 et 600 000 euros par an. Il passe banquier associé. On sait que de décembre 2010 à mars 2012, il a gagné 2 millions d'euros. Parce que comme il était à la commission Attali, où il y avait un certain nombre de grands patrons, il a fait des deals ensuite avec eux. Confusion des genres, mais c'est normal. Il devient secrétaire général de l'Élysée. Un tout petit peu moins de 15 000 euros par mois. 14 850 ou quelque chose comme ça. Inutile de vous dire qu'à défaut d'être logé, vous êtes nourri et blanchi, on vous cire même vos godastes. En général, c'est des berloutis sur mesure. Adressez-vous à M. Roland Dumas. Ouais. C'est vrai ça. Maintenant, il est ministre de l'économie et des finances. Ministre de l'économie et du redressement, je ne sais pas, improductif. 10 000 euros net, les ordres de la République, les chauffeurs, les voitures. Il est marié à une professeure de lettres qui a 20 ans de plus que lui. Elle a 56 ans. Elle est professeure depuis au moins 30 ans. Ce monsieur ne paie pas l'impôt sur la fortune. C'est un as de la fiscalité. Vous avez l'exemple même de l'oligarchie. Un banquier associé de chez Rothschild ne paie pas l'ISF. En plus, j'ai oublié de vous dire, il a une splendide propriété avec un jardin au Touquet. Vous regardez les annonces, c'est 1 million d'euros la maison au minimum. Ça vous donne une idée de ce que c'est l'oligarchie. Je ne dis pas qu'il a fraudé, je dis en tout cas qu'il a utilisé avec subtilité les failles de la législation fiscale. Voilà. Comme je me suis attaqué à Manuel Valls il y a 6 mois, inutile de vous dire que j'attends le jour où le couperet va tomber, j'en serai à mon 5e contrôle fiscal. Ça ne me changera pas beaucoup. Le dernier, il a duré 11 mois et demi. Il ne peut pas durer plus d'1 an. L'inspecteur qui m'a contrôlé m'a dit « Je comprends absolument pas ce qu'on vous veut parce que le seul temps que je passe chez vous représentera toujours plus que ce que vous pourrez être condamné à payer, puisque vous êtes une entreprise où vous êtes un salarié. »
Je continue une page, il y en a 300 comme ça. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Ah oui, ben ça. Je vous rappelle que aujourd'hui, c'est M. Jean Veil, le fils de Simone Veil, qui est le président du siècle. Jusqu'à l'année dernière, entre M. Kessler et M. Veil, on nage un peu dans les mêmes eaux. Vous avez eu un ovni, Nicole Notat. À partir du moment où l'oligarchie a été mise en cause, ils ont propulsé à la direction, à la présidence du siècle, pour faire social, Nicole Notat, ex-secrétaire de la CFDT, qui survit en ayant créé une société de notation éthique. C'est-à-dire, je vais être désagréable, mais de la branlette intellectuelle. C'est-à-dire qu'on fait le prorata du nombre d'hommes et de femmes, de LGBT à l'intérieur des entreprises, de l'association et des subventions aux associations antiracistes, le développement durable, etc., etc., qui ne représentent rien, alors que les salariés sont toujours plus exploités dans les entreprises que jamais. Mais en revanche, si vous avez une journée pour les LGBT, là, vous gagnez 40 points dans la notation de Vigéo. Évidemment, ce sont que les grandes entreprises du CAC 40 qui peuvent se payer ça, c'est pas le patron de PME française. Donc en fait, Madame Nicole Notat, qui était secrétaire générale de la CFDT, qui dînait une fois par mois avec les grands patrons des MEDEF, les derniers à être favorables à l'immigration, parce que même l'extrême gauche n'est plus, il n'y a plus que le MEDEF à y être favorable, dîner tous les mois, et aujourd'hui, vous avez Jean-Claude Mailly, qui prétend être indépendant, qui dîne avec les grands patrons du CAC 40, les ministres. On va terminer. Un petit, Jacques Maire, directrice des entreprises et de l'économie internationale au ministère des Affaires étrangères. Ancien dirigeant d'AXA, ancien élève de l'ENA. Et après, vous avez Christophe de Margerie, PDG de Total. Bon. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y en a 600. 700, ils ne peuvent pas tous venir à toutes les réunions, à tous les dîners. Le dîner est expédié. Hein. On arrive à 20h. Jusqu'à 21h, on est debout. Une coupe de champagne assez douteuse, un peu tiédasse, des pistaches. Enfin, en général, ils n'en mangent pas pour gagner la ligne. Mais en revanche, ils échangent les rendez-vous, les numéros de téléphone, les contacts, etc. Après, on se met à table le plus vite possible. Il se trouve que parmi les gens que je connais, j'ai rencontré quand même des gens du petit, des petits, vous voyez, des gens qui font le service et qui sont écœurés par ces gens-là. Donc, ils sont venus me voir. Donc, l'assiette est déjà servie, l'entrée. On expédie le plat, si j'ose dire, de résistance, mais pas de la résistance française. Il n'y a pas de dessert, et on prend le café debout. Tout ça est terminé à 23h, et il y a le balai des limousines pour repartir. Sauf Arlette Chabot qui de temps en temps prend le métro. J'ai rencontré plusieurs membres du siècle, dont même certains votent mal. C'est-à-dire comme moi et sans doute comme un certain nombre de gens ici comme vous. Quand vous discutez avec eux, j'en ai pas rencontré beaucoup. Hein. Ils vous disent non mais on discute, on parle, on échange des idées. Moi je leur dis c'est quand même étonnant parce que vous gagnez 1500 € à la minute travaillée. Quand vous avez des salaires au-dessus d'1 million d'euros par an, hein, et que tout est pris en charge plus les frais, quoi. Moi je comprends pas pourquoi vous vous retrouvez dans un truc où vous mangez mal et où vous passez votre temps à discuter et vous revenez tous les mois. Pourquoi est-ce que les préfets qui en sont membres, quand ils sont à Marseille, prennent leurs 2 journées pour remonter et redescendre et y assister à chaque fois? Pourquoi quand vous êtes PDG du CAC 40, que vous êtes au bout du monde, vous revenez pour assister à ces dîners? À chaque fois c'est le même cas, la personne demande l'addition, la paye, parce que évidemment c'est pas moi qui vais payer, et il s'en va. Je vais vous donner un autre exemple, dont Pierre Hillard vous parlera sans doute cet après-midi.
le club de Bilderberg. Ah, celui-là. Je publie une lettre d'information depuis 18 ans, j'ai jamais eu un procès, j'en parle, je donne la liste tous les ans. Vous allez sur internet, ça s'appelle Faits et Documents, vous y trouverez des renseignements si vous voulez vous abonner. Ce qui est extraordinaire, bon, c'est que le groupe de Bilderberg, comme la commission trilatérale et 2 ou 3 autres cercles encore plus secrets, c'est vraiment la quintessence du mondialisme. Alors, voilà, je prends un article de 2011. Théorie du complot. Le club de Bilderberg nourrit des fantasmes paranoïaques ridicules. Et puis, vous avez, c'est paru sur Atlantico. Hein. Atlantico, c'est un site conservateur sarkozyste, pour simplifier. Donc vous avez un chercheur qui s'appelle Olivier Roy, donc évidemment CNRS, etc., et qui est invité. Et il dit, question du journalisme. Club Bilderberg, dîner du siècle, n'existe-t-il pas trop de ces lieux où règne le secret dans lesquels se rencontre le dirigeant? Et ce qui est extraordinaire, c'est la personne là. Le dîner du siècle, c'est différent. Il s'agit là de connivence. Vous voyez, la connivence est très forte au dîner du siècle. Bilderberg, c'est différent car ses membres ne se voient qu'une fois par an. Tous les gens, ils bottent en touche en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Alors quand vous épluchez les mémoires de gens, les cahiers, le journal de bord de de Jacques Attali, choses comme ça, de temps en temps vous avez des petites allusions au siècle. Parce que évidemment, déjà pour récupérer la liste, c'est monstrueusement difficile. Mais pour savoir en plus ce qui s'y dit, c'est très difficile. J'en donne un certain nombre d'exemples dans l'ouvrage que j'ai publié. Évidemment, le siècle le seul qui existe au monde. Et donc, vous vous rendez compte que, je ne sais plus si je l'ai pris, voilà. Je donne juste un exemple. C'est un ouvrage qui est consacré à Alain Minc. Stéphane Courbit, maintenant qui est patron et qui est membre du siècle. Mon grand ami et financier Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy circule dans ses avions quand il a besoin d'aller faire une conférence très très bien payée, 250 à 350 000 euros au Congo. Enfin, il ne risque pas d'aller au Sierra Leone en ce moment, ou en Suisse, ou ce genre de choses. Mais il est au siècle. Stéphane Courbit est l'ancien patron d'Endemol. Endemol, c'est-à-dire la télé trash, hein, la télé-réalité. C'est pour ça qu'il faut jeter sa télévision par la fenêtre. Donc, Stéphane Courbit, c'est lié à son tour à lui. C'est pour une raison voisine. Patron hors norme, il avait besoin d'un Alain Minc qui l'introduise dans les milieux qu'il connaissait mal, ou très concrètement, qu'il le pérenne avec son autre mentor, Denis Oliven, le patron de la FNAC, afin qu'il accepte au club très fermé le siècle. Inutile de vous dire que ce sont des renvois d'ascenseurs. Bien sûr. Ce ne sont que... Il n'y a aucun complot. Si vous voulez, le siècle, c'est une centrale électrique. Vous voyez, vous êtes abonné à l'électricité, sauf pour ceux qui ont l'électricité coupée, ou alors qui sont des adeptes du survivalisme. Mais je pense que la plupart des gens ici, vous avez l'électricité. Donc il y a des centrales électriques qui vous envoient de l'électricité et vous payez votre facture à la fin du mois. Le siècle, c'est exactement comme une centrale électrique, mais le courant n'est servi qu'aux membres du siècle. C'est une super centrale de pouvoir. Ce sont des gens qui y rentrent parce qu'ils ont déjà du pouvoir, certains beaucoup, d'autres moins, qui sont sélectionnés. Je ne vais pas vous répéter ce qu'il y a dans mon livre et que vous pouvez éventuellement trouver sur internet parce qu'évidemment mon livre a été pillé. Ce sont des gens qui ont du pouvoir et qui veulent du pouvoir encore plus. Ce sont des gens, c'est le principe même de l'oligarchie. On a toujours plus de pouvoir dans tous les domaines, notamment financiers, et on les redistribue à personne d'autre. Donc vous avez la moitié de chacun des gouvernements depuis 1944 qui en sont membres. Il y a des fois, il y en a 40%, et des fois, il y en a 70%. Inutile de vous dire qu'on ne va pas prendre, par exemple, elle était dans le gouvernement, Madame, par exemple, Delga, que personne ne connaît, Madame Delaunay, secrétaire d'État à la dépendance, qui, depuis qu'elle a quitté le gouvernement, là, vient de déposer une proposition de loi en faveur des lesbiennes en voie de vieillissement.
pour faciliter leur retraite. Mais bon, on nage en plein délire. Bon, inutile de vous dire que ce genre de gens ne sont pas pris. La quasi-totalité des présidents de la République en ont été membres, sauf le général de Gaulle. Jacques Chirac a été membre, Georges Pompidou en était membre, François Mitterrand en était membre, Nicolas Sarkozy en était membre, François Hollande. La quasi-totalité des premiers ministres le sont. Mais pas tous. Comme on est en France, il y a une particularité de l'oligarchie en France, qui a été notamment décrite sous la forme d'habitus par Pierre Bourdieu, qui est peut-être un sociologue néo-marxiste, mais qui a parfaitement analysé les relations de pouvoir. En France, en raison notamment du prestige de la langue française et de la culture française, il faut savoir parler, il faut savoir faire la conversation. Donc je vais juste vous donner un exemple. Pierre Mauroy, le quinquin de Lille, gros quinquin, n'en était pas membre. Pierre Bérégovoy, l'homme qui avait les chaussettes trouées, n'en était pas membre. Et Jean Merquero, qui a un minibus pour partir en vacances, n'en était pas membre. Mais bien évidemment, François Fillon en était membre, Emmanuel Valls en est membre. Voilà. C'est toute la différence entre des gens... Jean-Marc Ayrault, on peut considérer que c'est quelqu'un d'honnête, même s'il a été une ou deux fois condamné parce que c'est inhérent à la politique. Mais c'est quelqu'un de relativement modeste. Il suffit de voir, je vais être très franc, sa femme. Il n'a pas divorcé avec elle. Quand vous prenez les députés socialistes de 1981, en 86, 72% avaient divorcé de leur épouse. Parce que c'était des profs, des instituteurs, leur femme était institutrice ou prof, ils avaient divorcé pour épouser leur attaché parlementaire. C'est ça des habitus de classe. En 1981, vous aviez 92 députés barbus à l'Assemblée nationale. En 86, il n'y avait plus que Mexando. On avait un seul. Tous les autres, ils s'étaient rasé la barbe. Aujourd'hui, ça revient très fort. Il y a toute une série de choses où vous vous rendez compte que il n'y a pas besoin de penser pour moi qu'il y a des super tireurs de ficelles, etc. En tout cas, je les ai